Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être avec nous et bienvenue sur le plateau de La Voix est libre. Chaque mois, vous le savez, nous recevons une personnalité politique de la région. Et ce midi, notre invité est Patrick Weiten, le président du Conseil général de la Moselle, président de ce département depuis mars 2011. Patrick Weiten, qui jusqu'à présent était maire de Yutz et conseiller général de Yutz, un centriste comme la Moselle les aime, un membre fondateur de l'UDI, l'Union des démocrates indépendants, le tout nouveau parti de Jean-Louis Borloo. Nous parlerons avec lui ce midi des grands dossiers économiques en Moselle et ils sont nombreux, ce que l'on a résumé dans la formule de Florange Heilange. Nous verrons aussi comment un département peut et doit surtout préparer l'avenir, sans oublier toutes les questions d'actualité et bien sûr toutes les questions de nos internautes. Patrick Weiten, donc président de ce département de la Moselle, longtemps terre prospère, aujourd'hui largement rattrapé par la crise. Patrick Weiten qui a repris le flambeau de Philippe Leroy après un règne de presque 20 ans. Patrick Weiten qui a bien l'intention, lui aussi, de marquer de son empreinte la tête de ce département. 57 ans, ingénieur de formation, qui s'est véritablement lancé en politique en 1995 en devenant maire de Yutz et donc avant de prendre le chemin de l'Assemblée départementale. Il a construit sa carrière politique patiemment, tranquillement, d'une belle ligne droite, jusqu'à ce bureau que beaucoup de ténors de son camp visaient pourtant, à s'imposer jusqu'à ne plus pouvoir être contesté. Depuis 2 ans, Patrick Weiten est le 21e président du Conseil général de la Moselle. J'avais imaginé avec Philippe Leroy d'assumer sa succession, dans la continuité, naturellement, mais après... Chaque homme a une méthode, des principes, une volonté qu'il doit imprimer ensuite sur le territoire dans une politique départementale. Meilleur vœu. Ça va. Meilleure forme aussi. Oui, merci de m'accueillir. Et sa méthode à Patrick Weiten, c'est celle d'un sportif, d'un endurant. Tout aller voir directement, du terrain, encore du terrain, toujours du terrain. D'une part, ça sert à se faire connaître, à travailler sa notoriété. Et d'autre part à faire des choix, car oui, la Moselle en est à cette heure-là, fini les belles années, il faut trancher, car aujourd'hui, on ne peut plus tous payer. Et donc c'était plus facile à l'époque, mais vous savez, la complexité crée également l'intérêt que nous pouvons porter à ce service public qui est essentiel et il faut que nos concitoyens comprennent le sens et l'importance du département comme un acteur de leur proximité et de l'investissement sur chacun des territoires de Moselle. De la proximité, en faire aussi sa marque de fabrique. Et sur cette terre du pays de Thionville, un peu plus qu'ailleurs. Meilleur vœu à toi. Ça va? Meilleur vœu. Meilleur vœu. Bonne année. Comme ils m'ont connu avant, ils me regardent avec les mêmes yeux qu'avant et je l'espère et je leur dis toujours, je continue à être ici sur le territoire, Patrick d'abord, Patrick Weiten ensuite et le conseiller général ou le président de l'agglo. Mais j'ai une véritable volonté de rester dans cette proximité. Maire de Yutz, conseiller général, président du Conseil général. À 57 ans, Patrick Weiten a-t-il atteint son but ultime? Pas si sûr. Son encartage à l'UDI, lui, l'inconditionnel de l'indépendance, en est peut-être un signe. Car mieux qu'un département, il y a par exemple une région. Bonjour Patrick Weiten. Bonjour. Alors après le Conseil général, est-ce que la région de Lorraine, est-ce que ça vous tente? C'est un bruit qui court en ce moment. Oui, ce n'est qu'un bruit et une rumeur. Moi, je me concentre totalement et je concentre toute mon énergie à assumer la responsabilité de président du Conseil général et à gérer les affaires d'un département de plus d'1 million d'habitants, qui est le pivot d'une politique régionale, voire de grandes régions et métropolitaines. Et ça suffit très largement à occuper mes journées et Vous n'y ma pensez réflexion. pas en vous rasant le matin? Je pense surtout à ce que j'ai à faire au service des Mosellans et je vous assure que ça suffit. Et, comme je n'ai pas une barbe prépondérante, ça suffit à me raser et je vous assure que je le fais toute la journée avec beaucoup de volonté et de conviction. Et à chaque chose suffit sa peine et on verra bien le moment venu. Et chef de la droite en Lorraine, la droite qui a l'air de se chercher encore un leader aujourd'hui? Je suis responsable de la mise en place de la Fédération de Moselle de l'UDI. L'UDI doit devenir un parti important au sein de la droite, puisque inscrit dans le cadre du centre droit. Cela, c'est une implication que j'ai et je l'aurai aux côtés de nos alliés de l'UMP.
Alors à mes côtés, pour vous interroger ce midi, il y a Bernard Maillard du Républicain Lorrain. Bernard vous interrogera sur l'avenir des départements, des réformes du scrutin qui s'annoncent et des choix budgétaires qu'il faut faire en ces temps de crise. Et puis Philippe Renaud, rédacteur en chef de France Bleu Lorraine Nord, vous interrogera lui sur les grands dossiers économiques du moment. Dans votre département, ils sont nombreux, ce qu'on a résumé donc de Fleuranges à Illange. Vous aurez chacun 9 minutes. Le chronomètre fera foi. Et puis, vous allez le voir tout de suite, il y a Bruno Demange aujourd'hui à notre cellule Internet de France 3 Lorraine. Il attend déjà vos questions, vos réactions. Il y a deux adresses pour cela. C'est lavoixlibre.lorraine@france3.fr et puis également sur notre compte Twitter. Questions auxquelles Patrick Weiten répondra en cours d'émission. Bonjour Bruno. Bonjour. Et à tout à l'heure. Et on commence donc par la situation économique du département de la Moselle, un département entre crise et avenir. Je vous le disais, de Fleuranges à Illange, ces deux exemples résument bien la situation actuelle. C'est avec vous, Philippe Renaud, vous avez 9 minutes, c'est parti. Bonjour Patrick Weiten. Bonjour. S'est tenue hier soir une assemblée générale à Fleuranges des salariés de l'usine ArcelorMittal à laquelle ont participé pas mal d'élus mosellans, en particulier de gauche. Les syndicalistes disaient avant cette assemblée générale qu'ils avaient convié tous les hommes politiques. J'ai cru comprendre que vous n'y étiez pas. Vous avez été convié ? Je n'ai pas été officiellement convié. Je savais que les responsables CGT des sidérurgistes souhaitaient me rencontrer. On n'avait pas pu trouver ce moment de la rencontre et ce lieu, puisqu'ils imaginaient à Yutz, dans la mairie que je ne préside plus, et je pensais les accueillir soit au Conseil général, soit à l'agglomération. Le lieu n'a pas pu, ni l'heure n'a pu être trouvée. Je savais qu'il y avait une assemblée générale à 17h, mais personnellement, je pensais que c'était une assemblée générale qui concernait uniquement les sidérurgistes. Le mouvement se poursuit, il dure depuis longtemps maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux salariés d'ArcelorMittal qui sont inquiets pour leur avenir, en sachant que des décisions ont été prises par le gouvernement, et ces décisions, je ne sais pas si vous les avez en tout cas acceptées, n'allaient pas dans le sens de ce que vous aviez signé, la nationalisation temporaire du site? Non, c'est inacceptable. C'est un fils d'ancien sidérurgiste qui vous parle. Et qui malheureusement, sur les Champs-Élysées avec son papa. En 1977. Et on a l'impression que l'histoire bégaye. Et je suis profondément scandalisé et en colère par rapport à la façon dont on conduit cette affaire de la sidérurgie mosellane et lorraine. Puisqu'on nous a, à un moment, promis une loi. Le candidat Hollande nous a promis une loi qui permettait de s'approprier un outil industriel qui devait s'éteindre. En juin d'abord, en octobre, et nous sommes en janvier 2013, nous n'avons toujours pas. Le gouvernement a donné son feu vert d'ailleurs, ces derniers jours. Effectivement, et pour l'instant, cette loi n'arrive pas, et qui pouvait être une menace face à un industriel qui décidait d'éteindre une telle installation. On nous avait signifié par un rapport d'experts que l'outil était rentable et viable. On nous avait dit qu'il fallait rechercher un repreneur si ArcelorMittal décidait de ne plus poursuivre l'activité de la filière chaude. On nous avait signifié qu'il y avait un repreneur et qu'il y avait possibilité ensuite de prendre le contrôle public. Parce que je n'aime pas le mot de nationalisation, puisqu'il me laisse un relent très négatif. En 80-82, on a nationalisé la sidérurgie pour mieux supprimer plusieurs milliers d'emplois. Donc ce sont des mots que je n'aime pas. Par contre, la prise de contrôle public temporaire permet à l'État de reprendre la responsabilité et la charge. Et le projet permet ensuite de choisir un repreneur, de travailler avec lui dans une démarche à moyen et long terme pour continuer à rendre cet outil viable et rentable. Et puis ensuite, on nous avait promis l'ULCOS, tout était prêt, nous étions au premier rang européen, nous sommes partis de loin, les territoires étaient prêts à apporter leur contribution, l'État 150 millions d'euros, le Conseil général, le Conseil régional, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch apporté 30 millions d'euros dans cet escarcelle. Maintenant, on nous dit qu'il n'y aura plus d'ULCOS 1, il y aura un ULCOS 2. Je ne sais pas ce que peut être le 2 derrière le 1 qui n'existe pas. Par contre, ce que nous annonce, c'est que même si ULCOS devait se faire, ce n'est pas sûr qu'il se fasse ici, parce qu'on n'est que dans une démarche de recherche importante, mais pas suffisante. On nous annonce qu'il n'y aura pas de plan social. Par contre, le lendemain dans la presse, on lit 200 emplois supprimés par an sur 3 ans, avec en plus le personnel GEPOR, ce qui fait 630 emplois. C'est inacceptable. Et aujourd'hui ou hier, on nous annonce le relancement d'un haut fourneau sur Dunkerque, parce que, semble-t-il, le marché reprend. Et on ne peut pas mettre en température et reproduire de l'acier, de la fonte et de l'acier ici en Lorraine. C'est scandaleux. Je crois qu'on abandonne notre territoire. L'ensemble des élus doivent se mobiliser comme ils s'étaient mobilisés
depuis l'origine de ce malheur qui s'abat sur nous. Et nous devons continuer à nous mobiliser. Il faut de l'action publique dans le développement économique. J'en suis convaincu. Et là, le gouvernement avait la possibilité d'avoir un levier pour agir, comme cela se fait par exemple en Allemagne, pour agir sur l'économie afin que ça ne soit pas un immense monopoly où on est là pour allumer là, mais en méprisant totalement à la fois les populations et les territoires. Il vous reste 4 minutes 30. Mercredi prochain, une pétition, la pétition pour nationaliser Florange sera donnée à l'Élysée. Près de 30 000 personnes ont signé cette pétition. En êtes-vous ? Oui, moi je signe cette pétition dès demain. Et je la signe au nom du million de Mosellans qui sont tous derrière moi. Parce que je crois que c'est ça qui est important. L'ensemble du département, de la région, j'en suis convaincu, sont derrière les sidérurgistes pour leur dire, 1, on vous soutient, 2, nous ne croyons pas au comité de suivi, parce qu'aujourd'hui, on peut constater que déjà, on a perverti ce qui pouvait être éventuellement des choses acceptables, et donc on est plutôt dans une commission post-mortem. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter cette situation. On a beaucoup parlé de Florange cette dernière année. On parle aussi beaucoup du projet de mégazone d'Illange, que vous avez porté au Conseil général, même si c'est un projet privé. D'aucuns parlent du péril jaune. Quel est votre point de vue sur cette situation, en sachant qu'à terme, on pourrait avoir de nombreux emplois, de nombreuses entreprises chinoises, des PME qui viendraient s'installer pour faire du commerce sur une plateforme. Est-ce que ça ne vous inquiète pas de savoir que des Chinois pourraient venir en France dans le contexte de mondialisation qu'on connaît ? Je rappelle juste que ce sont 2000 entreprises chinoises qui viendront donc sur cette mégazone d'Illange. Pour créer 3000 emplois, immédiatement dans une phase zéro avec un terme à 30 000 emplois. L'économie chinoise est déjà présente en Europe. L'objectif, c'est effectivement de donner capacité à nos PME chinoises et européennes de pouvoir se rencontrer sur un site qui pourrait être mosellan, dans un investissement en phase zéro de plus de 150 millions d'euros pour créer des surfaces de plus de 250 000 m², afin que ces économies se rencontrent. Cela se ferait chez nous, cela aurait des conséquences naturellement sur le tourisme, aurait des conséquences sur la convergence de commerce européen vers le commerce chinois. Cela se ferait sans argent public, mais sur la zone qui est une zone départementale, puisque le département visionnaire a cru un aménagement du territoire de 2 mégazones sur Illange et sur Faré-Bersvillers. Et si nous avons aujourd'hui ce projet Terre à Lorraine, c'est parce qu'il y a eu, il y a 10 ans, des décisions significatives et volontaristes pour qu'on ait ces espaces qui sont nécessaires. Sinon, le projet ne se serait pas installé chez nous. Et c'est également le fruit de la mise en place d'Europort Lorraine sur la Moselle, avec une logistique quadrimodale qui également intéresse les Chinois. Mais l'objectif, c'est de générer à la fois de l'activité commerciale, mais surtout de l'activité économique à partir de ce centre qui sera visualisé et identifié par les Chinois comme le cœur du centre européen de commerce et de développement économique. Philippe, il vous reste 2 minutes. De l'image de la Moselle, parce que quand on parle de développement économique, on parle aussi d'image. Cette image qui a été mise à mal justement par Florange, qui pourrait, on l'espère, s'améliorer. Mais comment faire pour améliorer l'image de la Moselle, donc faire venir des gens, des entreprises, donc créer de l'emploi ? Alors on peut faire un premier constat qui est celui de l'INSEE, c'est que la Moselle continue à gagner de la population. Alors certes avec quelques difficultés, puisqu'on a un solde naturel qui est positif, par contre on a un solde migratoire qui est négatif. Ce qui veut dire de la population en fait. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que nous travaillions sur l'attractivité du territoire, dans les politiques culturelles, dans les politiques touristiques, dans les politiques sportives, dans toutes ces politiques qui donnent du rayonnement et du sens au département. Et c'est ce à quoi nous travaillons avec les territoires, pour faire émerger une culture de territoire, pour développer des grandes animations, pour que le tourisme soit fédéré au niveau de la Moselle, pour offrir un vrai produit touristique, pour accueillir des entreprises, pour développer les nôtres. C'est toute cette image, une communication dynamique. Nous avons besoin soutenir la sidérurgie, développer un projet comme Terre à Lorraine, et qu'on y croit tous, qu'on se rassemble tous autour de ce projet, c'est absolument essentiel. Plus de 3000 emplois en première phase, cela doit générer de l'attractivité et donc du rayonnement et de la migration et enfin, et très naturellement, de l'économie et de la démographie. Une dernière question en 30 secondes avec la réponse. Petite dernière question, l'avenir de la Moselle, c'est le sillon lorrain, c'est une croix de Lorraine plus vers le nord, plus vers le sud. Quel est votre point de vue là-dessus ? Moi, je pense qu'il faut qu'on ait une politique globale des territoires. La question, c'est savoir quels sont les territoires. Quelle est la bonne dimension pertinente d'un territoire en Moselle ? Il est divers et varié. Très centré autour de Metz, très dilué dans le Saulnois,
très concentré, mais avec des difficultés sur le Bas-Saouillet, de grande qualité en relation transfrontalière au nord avec le Luxembourg, la Rhénanie-Palatinat et la Sarre. Voilà la diversité du territoire mosellan, ce qui veut dire qu'il faut absolument que nous imprimions une politique départementale pour que le département soit au cœur du sillon lorrain et que l'action qui est conduite dans le cadre du sillon lorrain profite naturellement à chacun des départements, mais profite pour la Moselle aussi bien au nord que sur le secteur du Saulnois et donc du rural que sur la Moselle-Est. Et on a donc terminé pour ces premières 9 minutes. Merci beaucoup Philippe. On va tout de suite aller voir du côté de notre cellule web, internet. Bruno Demange, est-ce qu'il y a déjà quelques réactions? Oui, il y a des commentaires. Alors il y a notamment sur le sujet ArcelorMittal que nous venons d'évoquer, deux contributions intéressantes. On a Jean-François qui nous explique qu'on voit beaucoup au journal télévisé les actions des syndicats d'ArcelorMittal. Mais Jean-François se pose la question, pourquoi ne dit-on pas directement par oui ou par non si effectivement l'activité va reprendre? Jean-François est vosgien et avoue s'y perdre un peu. Et puis, toujours sur ce sujet ArcelorMittal, autre intervention, celle de Roland, qui pose la question, pensez-vous, Monsieur Weithan, que le gouvernement changera d'avis par rapport à Arcelor en nationalisant ou en restera-t-il au plan A? Une réponse très très courte. On ne doit pas accepter cette décision. Il y a un repreneur, il est mosellan, il est de Florange. Il a démontré ses capacités, Bernard Serin, il a démontré ses capacités à gérer un outil industriel, puisqu'il était un acteur de la sidérurgie lorraine et d'Arcelor. Il faut l'écouter, il faut l'entendre, il faut lui faire confiance. On ne peut pas accepter en Moselle une telle décision qui est inacceptable pour l'économie et l'industrie mosellane et lorraine. Merci Patrick Weithan. On va repartir tout de suite pour 9 minutes. On va parler maintenant de l'avenir des départements, les départements qui sont à l'heure des choix. Et la Moselle, bien sûr, n'y échappe pas. C'est avec vous, Bernard Maillard. On déclenche à nouveau le chronomètre. 9 minutes, c'est parti. Alors, Monsieur le Président, le Sénat vient d'examiner un projet de loi très important qui porte notamment sur une réforme du Conseil général et qui passera encore devant l'Assemblée nationale. Et parmi les quelques révolutions promises par ce projet se trouvait la parité homme-femme. Pour mémoire, je rappelle qu'en Moselle, sur 51 élus, il y a 5 femmes, moins de 10%. Le Sénat a retoqué cette disposition qui était pourtant très importante. Je rappelle juste en une phrase qu'il s'agissait de faire élire les conseillers départementaux par binôme, composés chacun d'une femme et d'un homme. Comme ça, on arrivait exactement à l'égalité. Est-ce que vous ne pensez pas que le Sénat, là, est passé à côté d'une occasion historique? Oui et non. Oui, parce que je pense qu'il faut réfléchir à la mise en place d'une harmonie au sein des assemblées, quelles qu'elles soient. On l'a fait au niveau des municipales, on veut l'étendre aux communes de plus de 1000 habitants, puisqu'aujourd'hui on est calé à des dimensions plus importantes. Au niveau des départements, c'est une bonne idée, mais elle est accompagnée d'une mauvaise idée. C'est celle de réduire le nombre de cantons pour ne pas augmenter le nombre d'élus. C'est-à-dire qu'on ne va pas au bout du raisonnement. La conséquence en Moselle est simple. On passera à des cantons de 40 000 habitants. Oui, vous imaginez le territoire qui serait représenté par 2 élus, donc finalement ça revient pratiquement au même. Non, c'est pas au même, parce qu'on ne va pas rassembler 2 cantons pour en faire un seul. On a des cantons qui sont beaucoup plus petits, mais qui représentent la ruralité. Et l'action des sénateurs, c'est de continuer à défendre la ruralité, parce que sinon, et c'est ça la conséquence n'est pas uniquement dans le oui ou non de la parité, la conséquence c'est quelle France voulons-nous demain? Est-ce que c'est une France des territoires? Est-ce que c'est une France décentralisée? Est-ce que c'est une France de la proximité, de l'élu et du citoyen? On sait aujourd'hui que le citoyen n'a plus confiance dans l'institution publique. La confiance même envers des maires a régressé entre 2001 et 2011. Il y a eu une étude qui a été faite par l'Express qui démontre qu'on passe de plus de 70% en 2001 à un peu plus de 50% aujourd'hui. Il ne faut pas éloigner l'électeur de son territoire. Et avoir des cantons de 40 000 habitants en Moselle, cela inévitablement renforce la place de l'urbain et fait disparaître le rural dans des politiques qui doivent être équilibrées au niveau des territoires. Et en Moselle, je considère qu'il faut faire une politique importante, adaptée au territoire, et le rural mérite toute sa place. Ça veut dire que le rural mérite toute sa place dans les assemblées départementales. Alors derrière les réformes qui sont en cours se profile la question du rôle des départements dans les années à venir. Le gouvernement a commencé à évoquer l'idée de blocs de compétences qui seraient accordés aux diverses collectivités. Par exemple, vous confiez à vous, les départements, tout ce qui concerne les politiques sociales, les politiques relatives au handicap, etc.
de confirmer les régions comme responsables de la formation et des politiques de l'emploi. Autrement dit, vous perdriez la fameuse compétence générale qui vous permet d'intervenir sur l'économie, la culture, la jeunesse, les sports, etc. En quoi est-ce choquant? Je sais que c'est une idée qui vous choque, mais en quoi est-ce choquant finalement? Depuis 1995, et cela a été bien démontré dans le film en entrée d'émission, j'ai toujours pratiqué la proximité. Elle est essentielle. On voit mes résultats électoraux, en définitive, je n'étais pas remise en cause dans la façon d'aborder cette proximité. Vous avez été avec 75% des voix aux dernières élections cantonales. Oui, et 83% municipales de 2008. C'est encore mieux. Pour dire que nos concitoyens ont besoin de proximité. La proximité, c'est la commune et c'est le département. Et aujourd'hui, on touche à ces institutions. Quelques exemples. Aujourd'hui, le projet qui nous est présenté imagine que le droit des sols, que la politique d'aménagement des territoires municipaux vont être déplacés des communes vers les intercommunalités. C'est-à-dire qu'on va enlever au maire sa capacité à pouvoir aménager son territoire. La deuxième idée, c'est qu'on va lui enlever les pouvoirs de police. Alors qu'on sait que la proximité, l'écoute, l'attention, la concertation font partie de ces grandes politiques publiques dont nous avons besoin. Le deuxième exemple sur les départements que vous évoquez, on nous annonce quoi? Une conférence territoriale de l'action publique qui réunirait tout le monde. On nous dit on supprime le millefeuille, mais on vous met une conférence territoriale de l'action publique et l'État participerait. Ce qui veut dire qu'on retrouve le tutorat de l'État sur les collectivités territoriales. Ça, c'est totalement inacceptable. En même temps, dans l'urgence, est-ce qu'il n'y a pas la nécessité quand même absolue, ne serait-ce que pour des raisons de gestion, d'éviter les doublons qui se produisent partout? Le plus évident, c'est les lycées qui sont confiés à la région, les collèges qui sont confiés au département. Franchement, pour le citoyen, c'est un peu absurde. Il vous reste 4 minutes. Non, c'est pas absurde. Il n'y a aucune absurdité, parce que pour l'instant, les choses se font bien. Nous, dans le département de la Moselle, on va investir 400 millions d'euros sur 10 ans dans les collèges. Où est l'absurdité? C'est travailler sur la proximité, sur l'économie. La mégazone d'Illange en est un exemple. Le département a investi dans l'économie qui va être générateur d'emplois. Sur ArcelorMittal, on a appelé à la responsabilité financière du département, de la région et de l'intercommunalité. Ça marche. On sait s'entendre. Pourquoi une loi pour enlever aux uns ce qu'ils sont capables de faire pour les donner aux autres qui n'ont pas démontré leur capacité à faire? Je pense que c'est dommage et surtout c'est dangereux. Parce que c'est quelle est la nation, quelle est la France que l'on veut de demain. Et je pense que ça doit être une France des territoires. Regardez en Allemagne, on a le millefeuille qui est presque le même. J'ai rencontré le président du Landkreis de Sarrebourg. Dans un État fédéral quand même, c'est tout à fait, c'est des conditions différentes. Oui, mais lorsqu'on parle ensuite à nos voisins, et j'ai rencontré le Landkreis de Sarre, j'ai rencontré de Rhénanie-Palatinat, j'ai rencontré le maire de Trèves. Quand on voit leur mode de fonctionnement, il est profondément décentralisé. Il agit sur les territoires avec des compétences organisées et des compétences générales. Et on va enlever ces compétences générales aux communes et aux départements. Ça veut dire qu'on va professionnaliser la fonction politique. Mettez un peu de cumul de mandats encore dedans et on aura de la technocratie législative. Je pense qu'on est là dans une démarche qui, à mon avis, remet en cause le symbole de la présence de l'élu sur son territoire et de la relation entre l'élu et l'électeur. Alors ce débat va se continuer. Pour vous. Ce débat va se continuer au Parlement. Revenons-en au département de la Moselle. Juste un mot, s'il vous plaît, sur le budget 2013 que vous êtes en train de préparer. Vous prévoyez une hausse de vos dépenses de fonctionnement de 2,6%, je crois, d'après ce que vous aviez dit au débat d'orientation budgétaire. Et les dotations de l'État, elles, stagnent, voire même diminuent. Dans ces conditions, est-ce que vous allez devoir réduire votre train de vie ou demander plus à l'emprunt, à l'impôt? Quelle solution vous envisagez pour 2013 et ensuite? J'aime pas le terme de train de vie. Je pense que ce n'est pas un train de vie, c'est un service qu'on apporte à nos concitoyens dans tous les grands domaines, et ils sont nombreux, de l'action du département aux côtés des territoires, des populations, des associations, des entreprises, et de tous ceux qui font le service public départemental. Alors est-ce qu'il va falloir y toucher à ça? Alors les grandes questions, c'est qu'on nous annonce déjà un gel des crédits de l'État en 2013, une diminution de 750 millions d'euros en 2014-2015 de la contribution des États aux territoires et aux collectivités. C'est-à-dire qu'on est en train de nous assécher nos compétences et de nous étrangler financièrement. Et cela, inévitablement, des conséquences. 750 millions au niveau national pour la Moselle, ça veut dire combien pour vous en moins? On ne sait pas, on n'a pas les chiffres exacts, parce qu'ensuite, il y aura des péréquations, ce qui sera compliqué à comprendre, mais qu'on sera obligé de subir. Vous avez un budget d'un peu plus d'1 milliard. Hein, 1 milliard 120 millions d'euros à peu près, dont à peu près la moitié, enfin un peu moins de la moitié, 500 millions d'euros, c'est la politique sociale en direction de l'enfance, des personnes âgées, de l'handicap et de l'insertion. Donc, et qui génère 20 000 emplois créés. Il faut le dire également, ces budgets sont générateurs
générateur d'emplois qui se créent sur les territoires et de services publics. Alors je dirais qu'effectivement, les questions qui se posent, c'est soit on diminue la qualité du service, soit on réduit notre capacité d'investissement, sachant que les collectivités territoriales en France, c'est 70 millions d'euros des investissements publics et nous ne représentons que 10% de l'endettement public. Donc nous sommes des bons élèves parce qu'on est obligé de voter notre budget en équilibre. Par contre, on investit lourdement et réduire notre capacité d'investissement, c'est réduire l'investissement des territoires qui n'est pas délocalisable. Et cela a inévitablement des conséquences sur l'économie et sur l'emploi. D'ailleurs, les chefs des entreprises de BTP en Moselle ont défilé hier dans les rues de Metz pour dire « Attention, on est en train de tuer le bâtiment et les travaux publics ». Et vous connaissez le grand proverbe, lorsque le bâtiment va, tout va. Mais lorsque le bâtiment ne va pas, tout va mal et on est dans ces situations malheureuses. Puis je terminerai en disant qu'il y a d'autres mauvaises nouvelles qui s'abattent sur la Moselle, puisque nous annonce des suppressions de postes sur l'éducation nationale. Et la Moselle va payer le plus lourd tribut. Et la Lorraine est la seule région métropolitaine à payer ce lourd tribut, avec une diminution des moyens dans les Vosges, en Meuse et en Moselle. Il n'y a que la Meurthe-et-Moselle qui est préservée. Est-ce que c'est une attitude arithmétique? J'en sais rien, mais c'est près de 4000 postes qui ont été supprimés depuis 6 ans et on continue encore en Moselle. Je pense qu'il aurait pu y avoir une attitude bienveillante en direction de la Moselle, des populations et des élèves, après ce qu'on nous annonce déjà sur l'industrie et sur l'économie. Et ces 9 minutes sont largement dépassées. On en arrive presque à la fin de cette première partie de La Voix est libre. On retourne vite fait à la cellule web, retrouver Bruno Demange. De nouvelles réactions? Alors une petite réaction à l'instant par rapport à ce qui était dit sur la proximité. Il y a Jules sur Twitter qui nous dit que la proximité n'est pas de mise pour beaucoup de vos collègues conseillers généraux. Jules qui nous pose également une question, enfin qui pose une question à Patrick Weiten. Que pensez-vous de la réforme des conseils départementaux rejetée cette semaine par le Sénat? Et dans le même esprit, il a répondu déjà un peu en partie. Absolument. Une autre question qui est sur le thème cette fois-ci de la grande région Alsace-Lorraine. Oui, alors d'un mot, Alsace-Lorraine, ça vous tente de s'unir à l'Alsace? Vous savez, on est dans un territoire au cœur de l'Europe. Et on parle de grande région, et on a le sommet de la grande région la semaine prochaine, et j'ai fait inscrire les plateformes multimodales sur la Moselle, j'ai fait inscrire une complémentarité des aéroports de la grande région, et j'ai fait inscrire également une action importante de liaison entre Trèves et Metz, de liaison ferroviaire. On a les infrastructures, on n'a pas les trains qui sont dessus, et c'est essentiel. Alors sur la question de la relation avec l'Alsace, j'ai rencontré, encore au mois de décembre, les présidents des 2 conseils généraux d'Alsace et du conseil régional, justement pour réfléchir déjà à un produit touristique entre l'Alsace et la Lorraine. Je crois qu'on souffre un peu de ces relations avec nos voisins. La Lorraine et la Moselle doivent travailler avec nos voisins, c'est essentiel. On est au cœur de ce territoire géographique. Il faut qu'on transforme ce cœur à la fois en cœur politique de l'action publique en faveur des territoires et de leur attractivité, parce que ça, c'est important. Merci beaucoup, Patrick Weiten. Voilà, on arrive à la fin de la première partie de La Voix est libre. Tout de suite, ça va être l'heure du journal avec Céline Tognazzi. Tout de suite, après cette courte pause, restez sur France 3 Lorraine. A tout de suite.